entendez est une composition en l'honneur de l'empereur du Ouassounou, l'Almami Samori Touré, dont la lutte anticolonialiste a donné naissance aux plus belles chansons de gestes d'Afrique. Bonsoir chers amis auditeurs de la fréquence 103.9, la Convergence FM. Nous revenons avec votre émission L'Afrique ne doit plus mourir de ses richesses. Avec comme invité, je dirais même notre première invitée femme, la professeure Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye de Partners West Africa. Madame Ndiaye, je vais vous donner la parole. Bonsoir Monsieur Seck, bonsoir chers auditeurs. C'est avec un plaisir que je me retrouve avec vous et pour une émission aussi importante. Et c'est un plaisir de partager avec vos auditeurs sur la première radio panafricaine. Vous présentez un peu aux auditeurs. C'est un honneur également pour moi, durant ce mois où nous allons fêter les 20 ans des résolutions 1325, c'est-à-dire les résolutions Femmes, Paix, Sécurité, d'avoir l'honneur d'être votre première invitée femme. Et je pense que vous inviterez davantage de femmes maintenant pour cette émission. Je suis la directrice exécutive de l'ONG Partners West Africa Sénégal, une ONG qui a comme mission principale la promotion d'une gestion inclusive de la sécurité et le leadership des femmes et des jeunes en Afrique de l'Ouest, notamment francophone. Je suis enseignante-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, maître de conférence agrégé CAMES. Eh bien, c'est pas évident d'avoir une compétence féminine aussi capée. Alors, notre émission donc travaille un peu à magnifier, surtout affirmer la grandeur africaine. Et voilà, donc nous avons une grande dame avec nous. Et le thème de notre émission aujourd'hui va parler de la prescription pour une approche africaine de gouvernance Covid-19. La gouvernance africaine, la gouvernance en Afrique, ça pose problème. Quelle vision vous avez de la gouvernance? Je suis quand même contente de pouvoir intervenir sur ce thème qui nous tient à cœur. À Partners West Africa Sénégal, nous avons 3 domaines prioritaires stratégiques. Et le premier, en fait, se trouve être la gouvernance inclusive. Concernant la gouvernance, donc les problèmes de gouvernance auxquels nous sommes confrontés en Afrique, je pense que le problème majeur réside dans la centralité, en fait, des questions de gouvernance. En fait, ces questions de gouvernance sont concentrées autour de l'intelligentsia, si je peux bien le dire comme ça. Alors que je suis contre cette définition même de l'intelligentsia, parce que l'intelligence, c'est pas seulement comme on le définit le dictionnaire en général. L'intelligence est évaluée avec le QI et on oublie en fait que l'intelligence est également au bout des mains et au bout des pieds. Et donc, si la gouvernance donc, est uniquement exercée par moins de 5% de la population, on comprend qu'il y a des problèmes. On ne peut pas occulter qu'aujourd'hui en Afrique, 70% de l'activité est informelle. Donc le secteur informel représente 70% des ressources, si on peut le dire comme ça. Et si on gouverne en mettant de côté, en fait, la population, c'est-à-dire le communautaire, on aura toujours des problèmes. Les solutions ne doivent pas venir du haut vers le bas. Et c'est notre approche. Nous avons une approche inclusive et participative. Il faut d'abord aller au niveau des communautés, réfléchir avec ces communautés et faire remonter les propositions, les recommandations et les exercer à partir des politiques mises en place ensemble. Et c'est le vrai problème actuellement. Lorsqu'on parle de corruption, parce que au fond, les problèmes de gouvernance posent problème parce qu'il y a beaucoup de corruption.
les problèmes de gouvernance posent problème parce qu'aujourd'hui, les populations sont conscientes, en fait, effectivement, à juste raison, que ce qui se fait pour nous sans nous, on le fait contre nous. Donc les populations, avec maintenant le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'accès à l'information à travers les réseaux sociaux font que les populations maintenant comprennent des choses qu'elles ne comprenaient pas et maintenant s'opposent. C'est le problème qu'on a vu et qui se pose aujourd'hui aussi bien en interne qu'en externe. Mais par exemple, est-ce que quand même en termes de gouvernance, est-ce qu'on peut gouverner d'en bas? Ou bien est-ce que quand même, malgré tout, quel que soit, même si c'est en bas, quand nous prenons par exemple la famille, il y a quand même forcément un chef. Effectivement. Maintenant, je pense que peut-être il est important de pouvoir, dans le mode de gouvernance, parce que je pense que les enjeux aujourd'hui pour l'Afrique, ce n'est pas seulement de revenir au terre à terre, parce que c'est des questions qui sont là aujourd'hui, actuelles, pour lesquelles il faut réagir. C'est important maintenant, bien sûr, de faire cette inclusion entre ceux-là qui sont gouvernés et ceux-là qui gouvernent. Mais je pense que, vous venez tantôt de dire, il y a une rupture entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Et nous sommes là devant des problèmes, mais quelle approche on peut avoir pour essayer de dépasser enfin ce problème peut-être? Effectivement, certes, comme on le dit, en fait, la famille est la cellule initiale même de la communauté. Parce que pour vivre en communauté, on vit c'est la sociabilisation. On vit d'abord en famille. On se sociabilise avec ses frères et sœurs, ses parents. Et effectivement, la famille telle qu'elle est définie, c'est le père de famille qui a un rôle et la mère a un rôle. Et un rôle du point de vue moderne, mais du point de vue aussi de nos religions. Par exemple, si on prend les deux, nous sommes dans un pays laïque, c'est le père qui assure normalement, je dis bien, la dépense quotidienne, qui doit faire vivre sa famille et donc qui édicte les lois que les autres doivent respecter au sein de la famille. Mais aujourd'hui, la situation fait que de plus en plus, les femmes, ce sont les femmes, qu'on le veuille ou pas, c'est la vérité, donc qui participent et des fois même qui sont chefs de famille, divorcées, mères sans époux, veuves, femmes avec enfants. Bon, il y a des problèmes qu'on ne peut pas soulever, mais qui font qu'aujourd'hui, les femmes se retrouvent des fois comme chefs de famille. Et ça pose des problèmes. Et les conséquences aussi, on le ressent sur les enfants. Et si ce sont ces modes en fait, de famille qu'on a, à l'échelle X, et c'est ce qu'on voit également après au niveau national et au niveau régional. Ça, c'est juste pour dire, en fait, effectivement, il y a un chef de famille, il y a des autorités, en fait, qui vont faire appliquer les lois ou bien les décisions qui sont prises pour régir la communauté. Et donc, normalement, ils sont les exemples. Comme on dit, en fait, la meilleure façon d'éduquer, c'est de donner le bon exemple. Mais on ne peut pas aujourd'hui demander à ces enfants d'avoir un certain comportement. Je vais donner le plus simple, ça veut dire à ces enfants qu'il ne faut pas fumer, la cigarette tue, la cigarette nuit à la santé, et toi-même tu as une cigarette. C'est la même chose. Donc on ne peut pas, les populations nous font confiance, ils nous ont élus, et nous devons faire appliquer certaines lois ou bien des règles et qu'on ne se l'applique pas à soi-même. Et donc c'est le problème, et c'est le problème qu'on a toujours eu. Et aujourd'hui, malheureusement, avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, peut-être qu'avant, les gens n'avaient pas accès à certaines informations, ils ne pouvaient pas s'imaginer que certaines choses se passaient, mais aujourd'hui, ce qui se passe à la minute près à la présidence, on l'a à la minute près au niveau des réseaux sociaux,
et les gens ont accès à cette information, malheureusement. Et il y a une sorte de rébellion, en fait, de la communauté, en fait, qui ne comprend pas pourquoi ces autorités qui sont censées donner le bon exemple, à qui on a fait confiance et qu'on a confié certaines responsabilités, puissent avoir un certain comportement et exigent de nous le contraire. Voilà, et je pense que et donc là, parce que je pense qu'en termes d'analyse, d'approche, vous touchez à un point, c'est-à-dire que, en fait, les populations aujourd'hui ont un accès large à l'information. Ouais. Nous avons quand même malgré tout un destin d'Africains qu'il faut améliorer. Ouais. Et pour que cela soit, il faudrait forcément que ceux-là qui sont censés donner l'exemple, qui sont donc nos autorités, qui sont les élites, parce qu'une élite quand même représente quelque chose. Effectivement. N'est pas élite n'importe qui. Alors, ces gens-là sont en train aujourd'hui de donner un mauvais exemple au point où, vous avez tantôt parlé même de rébellion, effectivement, un peu partout il y a des rébellions. Est-ce que ça c'est effectivement bénéfique à nos sociétés qui veulent avancer, qui veulent avoir un mieux-être, hein? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas important que ce soit ceux-là qui étaient censés donner l'exemple puissent revoir autrement? Je pense que quand même, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il faut, malgré tout. Ouais. Effectivement, je suis parfaitement d'accord avec vous. En fait, il ne faut pas qu'on se jette la balle de part et d'autre. Nous devons tous être ensemble. Donc, comme on dit, il n'y a pas de développement tant qu'il n'y a pas la paix. Il n'y a pas de développement tant qu'il n'y a pas la cohésion sociale. Donc, on ne gagne rien en se jetant la balle, en cherchant la responsabilité de part et d'autre. Les populations sont responsables parce que les populations sont indisciplinées, ils ne respectent pas. Parce qu'il faut le dire aussi, il y a un problème, en fait, sociétal. Et de l'autre côté, les populations, nos autorités, ils gaspillent nos fonds, c'est la corruption. Donc, on n'a aucun intérêt à se jeter la balle. Donc, il faut poser les problèmes, essayer de les résoudre ensemble. Et pour résoudre ces problèmes ensemble, on doit revoir les indicateurs. Quels sont les indicateurs que nous avons actuellement? Identifier les problèmes ensemble et essayer de les résoudre encore de façon participative et inclusive. Donc, ne pas exclure aucune partie. Donc, et pour ce faire, je pense que l'un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est un problème d'éducation, un problème de civisme, un problème de citoyenneté. Si tu devais, par exemple, donner un avis de nos dirigeants aujourd'hui par rapport aux éléments comme indicateurs que vous donnez, est-ce que nos élites aujourd'hui, comment vous allez les qualifier par rapport à ça? Est-ce que je pense que on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Parce que parmi les élites, quand même, on a de très bons citoyens, des gens qui défendent jusqu'à présent les valeurs auxquelles nous croyons, mais aussi, en même temps, à côté, il y a des contre-exemples. Comme également au niveau de la population, il y a des nationalistes, des panafricanistes, comme il y a également des contre-exemples. Et on dit que l'Afrique est riche, certes, mais l'Afrique est riche également de son capital humain. Et c'est ce capital humain que nous devons promouvoir et revoir. Parce que si aujourd'hui, on a une fuite, on parle de fuite des cerveaux, mais on a également une fuite de la main-d'œuvre locale et de la meilleure. Si l'État aujourd'hui investit dans l'éducation, même au niveau scolaire et universitaire, et qu'après, en fait, de l'autre côté, on applique l'immigration choisie, c'est-à-dire la crème de ce que les États africains ont formé, ou bien ils ont investi dans l'éducation, aussi bien scolaire qu'universitaire, de leurs enfants, et que ce soit la crème qui part, quels que soient les moyens, même ceux qui partent
avec malheureusement les pirogues, font partie de la crème parce qu'ils ont été assez intelligents pour trouver des moyens de s'échapper. Il faut le reconnaître. Et c'est après eux, de l'autre côté, qui vont aider, quel que soit Alpha, dans un système où les autres ne se voyaient pas. Et du coup, c'est l'Afrique encore qui perd. Parce que l'Afrique a subi 2 traumatismes, on ne peut pas l'occulter. Le premier traumatisme avec la traite négrière, le deuxième avec la colonisation. Et je dis toujours, en fait, c'est très beau de rester ici, de dire que les Blancs sont venus et tout, mais les Blancs l'ont fait avec la complicité même des Africains, parce que les négriers, ceux qui entraient en fait dans le continent et qui prenaient les esclaves et qui les amenaient au niveau des comptoirs, c'était des Africains. Et c'est la même chose également avec la colonisation. Donc, si aujourd'hui, on investit dans l'éducation, je reviens à l'éducation, il faut revoir notre système d'abord éducatif, donc scolaire et universitaire. À l'heure du digital aujourd'hui, on ne peut plus continuer à enseigner comme on enseignait il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans. On a beaucoup ici de cadres qui sortent et qui n'arrivent pas à trouver un emploi. Il y a un problème, en fait, d'insertion professionnelle et sociale, parce que uniquement, ils font une carrière linéaire, sans expérience professionnelle, et ils sortent. Ils veulent tous être dans les bureaux, ils veulent tous, en fait, diriger, ils veulent tous avoir de bons salaires, et finalement, s'ils ne le trouvent pas, ils vont immigrer, et c'est ce qu'ils refusaient de faire chez eux, qu'ils vont faire chez les autres. Mais est-ce que c'est pas, on parle de gouvernance, mais est-ce que c'est pas dû au mauvais exemple de nos gouvernants? Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on voit des gens qui, quel que soit leur niveau d'intelligence, c'est de dire, il faut que, en Wolof on disait, arrivé na, moi, il occupe un bon poste, avec un bon salaire, oui. Et après, il se remplit les poches. C'est-à-dire que, en fait, si c'est cette vision qu'on a, effectivement, les gens vont d'abord tenter à avoir cette position. Si on n'arrive pas à cette position, alors peut-être on se dit, j'y arrive pas, il faut que je sorte. Ce sont des clichés, en fait. On a des clichés et on a une perception également de la population qui fait, en fait, que, comme vous avez dit tout de suite, Arrivena, c'est quelqu'un qui, normalement dans la société traditionnelle, pour la femme Arrivena, c'est une femme mariée avec des enfants et qui a inculqué à ses enfants une certaine éducation. Mais aujourd'hui, le cliché de la femme qui a réussi, c'est la femme qui a ses diplômes et qui occupe un certain poste et peut-être qui n'a même pas le temps d'éduquer ses enfants. Malheureusement. Donc, je reviens encore une fois à l'éducation. Donc, ces enfants sont éduqués par un personnel. Je ne sais pas que je dénigre en fait le personnel de service, mais c'est le personnel de service qui va inculquer à ses enfants l'éducation qu'elle a eue. Parce que nous, nos parents, nous ont inculqué l'éducation qu'elles ont reçue de leurs parents. Et c'est cette éducation que nous sommes censés transmettre à nos enfants. Et aujourd'hui, on retrouve des parents, aussi bien hommes que femmes, des parents, donc père et mère, qui ne connaissent même pas leurs enfants. En fait, parce qu'on est trop à la recherche de l'appât, du gain. Et ça pose un problème. Autrement, pour ne pas aller trop loin, c'est-à-dire même par rapport au gain. Oui. C'est-à-dire qu'on dit souvent l'Afrique est riche. Oui. Mais effectivement, l'Afrique est riche. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de dire comment tirer gain de nos richesses? C'est-à-dire que nos enfants sont prêts à partir parce que les richesses qui sont là, on n'est même pas... ceux qui devaient penser à dire qu'est-ce qu'on peut tirer de ça, n'y pensent pas. Les gens pensent plutôt à se dire que tel monsieur a tel moyen,
il vient, on lui donne, il me donne telle chose que je mets dans ma poche, et ce monsieur-là va profiter, étranger à nous, de nos richesses. Est-ce qu'il n'est pas... Est-ce que... comment dirais-je? Je veux dire que cette manière de voir le gain à notre profit, est-ce que c'est pas ça le problème? Est-ce qu'on est aujourd'hui en train de voir comment, justement, créer ce gain et en profiter? Effectivement, en fait, ce que je voulais dire, en fait, on a perdu nos valeurs. Parce que le gain, en fait, aujourd'hui, tout se résume à l'argent, au gain. On a perdu nos valeurs culturelles et les valeurs également liées à ce que nos parents nous ont laissé, c'est-à-dire l'éducation. Je vais donner juste un exemple. Par exemple, on a parlé de clichés aujourd'hui, de clichés, c'est-à-dire par rapport à un homme qui a réussi ou bien une femme qui a réussi. Mais aujourd'hui, également, de l'autre côté, dans les familles, on peut avoir dans la famille un enfant qui a réussi socialement, c'est-à-dire qui a eu de bonnes notes au niveau scolaire, qui a étudié à l'université Cheikh Anta Diop, par exemple, et qui est sorti, par exemple, même major, ou bien même pas major, mais qui est sorti avec un bon diplôme et qui se retrouve enseignant à l'université Cheikh Anta Diop, donc avec le salaire que les enseignants ont, ou bien qui se retrouve dans la place publique, donc fonctionnaire de l'État du Sénégal, et un autre, malheureusement, qui n'a pas bien réussi au niveau scolaire, mais qui a réussi à voyager et qui est en Europe. Les parents, aujourd'hui, ont de plus en plus tendance, il faut le dire et le reconnaître, à mieux considérer celui qui a réussi à voyager et qui est en Europe, plus que celui qui est aujourd'hui ici, mais qui gagne modestement sa vie et qui arrive à soutenir la famille. Mais l'autre, il est de l'autre côté, et qui envoie peut-être plus parce qu'il gagne en euros, et qu'il est, donc les clichés, donc on pense qu'il a réussi parce qu'aujourd'hui il vit en Europe, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis, au Canada, tant bien que mal, on ne sait même pas ce qu'il fait là-bas, mais qui envoie quelques euros à la famille. Donc, c'est lui qui est mieux considéré dans la famille que celui qui vit modestement, c'est-à-dire, et sereinement avec nous. Absolument. Et on le voit même, je vais aller plus loin, une certaine concurrence entre les épouses, donc les belles-filles, donc de celui qui vit en Europe et de celui qui vit au Sénégal, malheureusement. Et donc, le problème, quand même, c'est un problème sociologique. Je pense que nos sociologues ont beaucoup de travail à faire. Je pense qu'il faut un diagnostic sociologique, en fait, de nos pays. Est-ce que là, ce n'est pas aussi une lecture occidentale de la chose? C'est-à-dire que, vous avez dit, nos parents nous ont éduqués, nous ont donné un certain nombre de valeurs pour lesquelles nous voyons que vraiment nous pouvons réussir notre vie comme ça. Mais je pense que aussi, comparé à cette vision occidentale, parce que même le gain, selon que ce soit une vision à l'occidentale ou à l'africaine, il y a quand même une différence relativement. Parce que d'un côté, et ça l'histoire nous l'a montré, lui ne l'intéresse que son gain. Il est prêt à tuer, il est prêt à massacrer, et nous l'avons vécu comme ça. Beaucoup de nos dirigeants qui ont résisté ont fini par la prison, être tués ou être déportés. Aujourd'hui donc, par rapport à cette vision, parce que nous venons de vivre le Covid-19, est-ce que nos élites, nous, aussi intellectuels, est-ce que nous sommes prêts à voir que nous avons une histoire? Cette histoire nous montre que nous avons en face de nous des gens puissants qui n'hésiteront pas sur les moyens. Quelle approche nous devrons avoir aujourd'hui par rapport à ce qui se donne? Parce que nous allons essayer de sortir de là. Est-ce que, quand je disais tantôt gain, est-ce que nous, Africains, nous sommes en train de dire que nous avons de la noix d'acajou,
Nous avons nos arachides que les Chinois viennent acheter. Nous avons du mil. Nous avons nos poissons. Nous pouvons cultiver notre riz. Mais tout ça, c'est de la richesse. Mais est-ce que nous sommes en train de dire que voilà, on peut faire de la valeur ajoutée avec, pour que nos enfants soient millionnaires chez nous, soient milliardaires chez nous, comme les Américains peuvent être millionnaires ou milliardaires chez eux, ou que les Canadiens peuvent être milliardaires ou millionnaires chez eux. Est-ce que cette approche-là, c'est-à-dire cette approche, est-ce que vous, par rapport à cela, qu'est-ce que vous nous donnez comme prescription? Je suis parfaitement d'accord avec vous. Parce que pour cette approche, je dirais que c'est pour ça qu'on parle de rupture générationnelle. Je vais citer la présidente du Conseil économique, social et environnemental. J'ai suivi et récemment, en fait, parce que je pense à elle, parce qu'il n'y a pas 2 jours, quelqu'un me l'a partagé, alors que c'est une intervention qui date d'il y a 1 an, qui disait en fait, je pense à l'époque c'était au président Sarkozy en tout cas, il disait en fait qu'elle est née après les indépendances, de même que l'actuel président du Sénégal, et qu'on a une autre vision des relations, si je peux le dire comme ça, occidentalo-africaines. Et certes, comme vous dites, donc, si on le voit également en Gambie, avec ce qui s'est passé en Gambie, si on le voit également en Guinée-Bissau, donc on a un changement qui est en train de s'opérer au niveau des dirigeants. Mais la France-Afrique est passée par là et je pense que c'est très difficile pour les dirigeants de se départir parce que c'est profondément ancré dans le système. Donc c'est presque tout un système qui est à revoir et ce n'est pas en une année ou bien en un coup de baguette magique qu'on pourrait l'enlever. Je pense qu'il y a des prémices. Donc, on est en train de passer au niveau de la CEDEAO à l'éco. Bon, il y a des pour et des contre. C'est sûr que le changement n'est pas facile. Il y a certains qui sont au niveau du système qui ont peur du changement et qui veulent nous faire croire que ce n'est pas possible. Les Africains ne peuvent pas gérer seuls leur monnaie. Et d'autres, en fait, qui ont le courage, il faut le comprendre, et c'est avec cela que nous y arriverons, à gérer nos ressources de façon inclusive et de façon responsable. Et je pense que la plupart de nos dirigeants aujourd'hui en sont conscients, et c'est ce qui va se passer, par exemple, si l'époque en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, il fait partie de l'ancien système. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, qu'il y ait des problèmes au sein de la CEDEAO avec les autres présidents qui ont une autre vision. Parce que c'est très normal, c'est ce qu'il a vécu et c'est ce qu'il connaît. Alors que les nouveaux, il faut le dire comme ça, les nouveaux dirigeants, certains sont décomplexés, mais parmi eux, il faut le reconnaître, il y en a qui sont toujours complexés, même s'ils sont nés après les indépendances. Parce qu'ils ont vu les anciens dirigés à leur école, dirigés d'une certaine façon, et eux, ils ont peur du changement et ils croient et ils ont toujours rêvé de continuer ce qu'ils ont appris de leurs maîtres. Il faut le dire comme ça, je suis universitaire, donc on rend hommage à nos maîtres. Et c'est comme ça. Par contre, c'est avec ces dirigeants décomplexés qu'on y arrivera. Et comment on y arrivera, c'est pour répondre à votre question, on parle de plus en plus de partenariats public-privé. Actuellement, les États, par exemple l'État du Sénégal, est en train de poser vraiment des jalons pour un partenariat public-privé. Mais, c'est le mais là qui est important, malheureusement, jusqu'à présent, le Conseil du patronat sénégalais en fait, ils ont des problèmes, je peux le dire comme ça, parce qu'en fait, ils ont compris qu'il fallait mettre en place un partenariat public-privé, mais malheureusement, c'est le privé international qui en bénéficie plus que le privé national. Alors qu'il faut faire la promotion du secteur privé national pour créer de la richesse au niveau du pays, donc au niveau africain, donc tous les pays africains, donc
font la promotion du partenariat public-privé national en misant sur le nationalisme, le protectionnisme, comme le font les Émirats arabes unis, Dubaï, comme le font la Turquie et comme le font même les États-Unis. C'est comme ça que nous pourrons vraiment espérer l'émergence tant espérée. Pourquoi? Parce qu'on va développer le secteur privé national, on va développer les start-up et les groupements de promotion économique, les petites et moyennes entreprises, et les jeunes, en fait, auront de l'espoir ici, au lieu de regarder de l'autre côté. Parce que malheureusement, la main-d'œuvre, on parle de l'intelligentsia, de fuite des cerveaux, mais j'ai dit au début, il y a la main-d'œuvre qualifiée également qu'on perd, mais même du point de vue ludique. Il faut le dire, parce que la culture aussi fait partie de la création de la richesse. Mais les meilleurs footballeurs, ils évoluent où? En Europe. On a déjà de la peine, parce que hier, le Sénégal a perdu contre le Maroc, vous comprendrez que je puisse le dire. On a de la peine à mobiliser les meilleurs footballeurs africains dans leur continent. Par exemple, au Sénégal, les footballeurs sénégalais, ils sont dans les meilleurs championnats, mais le Sénégal n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi? C'est un problème. C'est également un problème de gouvernance. Je le pose parce que ça fait partie des problèmes. Également, le système éducatif. Les gens ont peur de réviser les curricula de formation. Alors que, ça c'est l'enseignante qui parle, alors qu'aujourd'hui, l'enseignement tel que conçu il y a 50 ans, 30 ans, aujourd'hui ne sert plus à nos enfants. À la limite, on fatigue nos enfants. Je le disais il n'y a pas longtemps parce qu'on a certes des webinaires externes, mais il y a des webinaires internes en fait qu'on organise donc au sein des réseaux. Donc j'ai participé à un webinaire interne sur l'éducation. Et je leur disais en fait, moi, je suis certaine, quasiment certaine, et c'est ma conviction, et j'ai dit que dans 5 ans, on va en reparler, qu'on est en train de perdre l'écriture alors que les gens ne s'en rendent pas compte. Peut-être que dans 5 ans, maximum 10 ans, on ne verra plus de stylo dans certaines. Après, ça va arriver chez nous. Mais déjà, dans certains milieux, les gens ne connaissent même plus le cahier et le stylo à billes qu'on utilise. Pourquoi? Parce que maintenant, tout est saisi et maintenant, on va même plus loin. Lors des réunions, tout est enregistré et c'est la machine qui transcrit automatiquement. Donc, à quoi bon apprendre nos enfants à reprendre l'écriture? Donc, ils doivent apprendre à reconnaître et à composer des mots parce que maintenant, ils vont taper, ils vont utiliser l'audio, la transcription. Donc, on doit revoir ces systèmes. Au niveau universitaire, c'est la même chose. Donc, si aujourd'hui, au niveau universitaire, il y a, je vais le dire, il y a le CAMES, certes, mais le CAMES même a peur, en fait, de revoir l'évaluation des enseignants. À quoi bon évaluer un enseignant au tableau alors qu'on n'utilise même plus le tableau? À quoi bon entraîner un enseignant avec un outil, l'évaluer avec cet outil et aussitôt après, il ne va plus l'utiliser? Mieux vaut aller vers ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc c'est ce qui fait qu'on ira en retard. On ira en retard parce qu'on a des institutions qui ont peur en fait d'aller de l'avant. Et il faut oser mettre, en fait, à la place qu'il faut, les gens qui ont une vision et qui croient vraiment en leur pays et donc qui sont nationalistes. Moi, j'ai rien contre certains présidents, en fait, qui défendent leur pays. Par exemple, je donnais l'exemple de Dubaï et de la Turquie. Par exemple, à Dubaï, il est impensable qu'une société étrangère, en fait, développe une activité qui ne soit pas cautionnée par un Dubaïen. Mais pourquoi pas chez nous? Il y a des métiers, des professions qui sont protégées. Si vous n'êtes pas nationaliste, vous n'êtes pas sénégalais ou bien un truc, vous ne pouvez pas exercer ce métier chez eux. Mais qu'est-ce qui nous empêche en fait d'appliquer la réciprocité?
Moi, je pense que vous parlez de peur d'ailleurs. Souvent, ce qui nous manque, c'est d'avoir le courage de nous rendre compte que nous avons la capacité de. Parce que je disais souvent, d'ailleurs, lors de la dernière émission, je disais que souvent, j'aime donner l'espoir en exemple. Ce sont nos sportifs qui se sont décomplexés et qui sont en train de montrer aux yeux du monde que si nous sommes capables de vous battre. Et aujourd'hui aussi, il est important que nos politiques puissent se rendre compte que les autres ont été souvent d'ailleurs dans les mêmes écoles, parce que beaucoup d'entre eux ont été, même si c'est en Europe, ils ont été dans les mêmes écoles que les autres. Alors, pourquoi donc voudrait-on donner plus de valeur à eux qu'à nous? Ouais. Et tantôt dans nos sociétés, on parlait souvent de dialogue. Il est important peut-être de voir comment, comme ils sont plus forts que nous, comment développer cette vision de dialogue pour permettre à ce que ce ne soit pas une confrontation forcément par la force, mais une confrontation intellectuelle en osant défendre nos intérêts. Parce que je pense que quand même, c'est un enjeu. Aujourd'hui, on doit rebondir. Les économies se sont affaissées. Il faut repartir, mais il faut repartir aussi avec les bonnes armes. Ouais. Effectivement, j'aime bien, vous avez évoqué le dialogue parce qu'en fait, le dialogue est l'un des outils que nous utilisons plus à Partnership West Africa Sénégal. Parce qu'en fait, l'Afrique a une tradition orale. On a une tradition orale. Pendant que les autres écrivaient, nous avons des griots qui se le transmettaient de père en fils et donc qui font notre richesse quelque part. Quelque part, donc, toutes les décisions étaient prises après un dialogue sous l'arbre à palabres ou le sanakuya. Dans certains autres pays, on parle de sanakuya. Et donc, je pense que le dialogue, si c'est vraiment le dialogue, c'est une vertu bien africaine. Et aujourd'hui même, si je vois tout ce qui est publié en faisant la promotion du dialogue pour la paix et la sécurité, par exemple, que le dialogue doit être utilisé. Mais on a toujours utilisé le dialogue au niveau africain. Et comme vous dites, en fait, la violence appelle la violence. On n'a jamais rien réussi par la violence, par les armes. Et aujourd'hui, on l'a tellement bien compris que maintenant, même au niveau des missions de maintien de paix, on ne parle même plus de missions de paix, de maintien de paix, on dit carrément des missions de paix. On prône la médiation, le dialogue. Donc, c'est seulement lorsqu'on a échoué que les gens essaient de le résoudre par d'autres moyens, dont les moyens armés. Mais on doit pouvoir échanger, comme vous dites, c'est le dialogue en fait. Échanger, mais échanger de façon équitable. De façon équitable parce que l'échange était déséquilibré il y a 20 ans, 30 ans, parce que certes, on n'avait pas, comme vous l'avez dit tantôt, les compétences qu'il fallait et l'expertise qu'il fallait pour, en fait, développer ou bien exploiter, comme vous dites, les ressources minières, alimentaires, agro-silvopastorales dont nous disposons pour développer nos États. Mais aujourd'hui, comme vous dites, avec la mondialisation, aujourd'hui on parle de plus en plus de villages planétaires. Donc nous avons été dans des grandes écoles, un peu à travers le monde, parce qu'il faut le dire aussi, on a de bonnes écoles chez nous. Et après, donc lorsqu'on voyage et qu'on va chez eux, on se rend compte en fait que lorsque nous sommes ensemble et qu'on soit dans les mêmes conditions, ils ne sont pas plus intelligents que nous, mais c'était juste un problème en fait de moyens. Et aujourd'hui, avec ces moyens dont nous disposons, il faut revoir maintenant le partenariat. C'est le partenariat qu'il faut revoir. Et pour revoir ce partenariat, il faut savoir en fait mettre en avant, faire la promotion en fait de ce que l'on a. Si je veux vous vendre en fait quelque chose, donc je dois pouvoir donc bien le présenter. Et on parle de marketing social. Ça veut dire que aujourd'hui, quelle est la richesse de l'Afrique? Avant, on parlait uniquement de richesse en faisant allusion
à nos ressources minières, donc comme vous l'avez dit, le cacao, le coton, l'arachide, que les gens venaient exploiter parce que nous, on ne savait pas comment l'exploiter. Mais aujourd'hui, on sait comment le faire, mais nous n'avons pas les moyens, donc peut-être les moyens idoines pour le mener à bien. Et c'est là où se pose... Et qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas les moyens? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas les moyens? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas les moyens? C'est là où je voulais en venir. Maintenant, il s'agit d'un problème de gouvernance, de partenariat. Donc, le partenariat doit reposer sur, en fait, des principes de gagnant-gagnant. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez ça, vous avez l'expertise, c'est-à-dire les moyens techniques. Nous avons les richesses. C'était avant comme ça qu'on dialoguait. Mais aujourd'hui, en plus de ces richesses, il faut pouvoir mettre en avant non seulement son capital humain, mais également la richesse intellectuelle et la richesse aussi de son capital humain. C'est-à-dire la main-d'œuvre. Nous avons la main-d'œuvre. Vous venez, mais vous formez. Vous ne venez pas parce que, par exemple, comme le font les Chinois, eux, ils viennent avec leur expertise, leurs moyens et leur main-d'œuvre. Alors que, normalement, on devrait négocier ces contrats ou bien ces partenariats de sorte que la main-d'œuvre locale puisse en bénéficier, c'est-à-dire qu'on forme localement à moindre coût nos populations, c'est-à-dire nos jeunes ou bien ceux qui voudraient bien y travailler. Et demain, ils auront l'expertise. Donc, c'est comme une formation des formateurs et eux-mêmes pourront former d'autres et on n'aura pas besoin. Et donc, c'est ce que les autres ont compris au fond parce qu'ils auront toujours besoin, en fait, de nous vendre aussi leur main-d'œuvre. Et nous, en fait, on doit pouvoir négocier pour avoir donc, cette expertise donc, en formant nos jeunes qui, demain, pourraient exploiter sans avoir besoin de faire appel toujours à l'autre, donc à la main-d'œuvre plutôt de l'autre. Et vous avez évoqué tout à l'heure le Covid, mais le Covid nous a montré quelque part qu'on avait une expertise ici qui était inexploitée. On a vu l'université de Thiès qui a développé des machines. Donc, respirateurs artificiels et même des robots. Si jamais, en fait, les hôpitaux étaient, heureusement qu'on n'était pas confronté à ce cas, si les hôpitaux étaient débordés, comment ils ont développé des robots qui pouvaient aider à désengorger un peu les structures. On a vu également l'école supérieure polytechnique donc, qui a aidé à la fabrication de solutions hydroalcooliques. On a vu également l'expertise locale, les femmes en fait qui étaient des acteurs donc indirects au niveau du secteur de sécurité routière, donc qui sont vendeuses. Donc lorsqu'on a arrêté tout le trafic interurbain, toutes les vendeuses qu'on voit au niveau des corridors, donc elles sont transformées en couturières entre guillemets de masques et de vendeuses de masques. Donc tout ça, en fait, c'est de l'intelligence, comme je disais tantôt. Et ça montre la capacité d'adaptation, en fait, de notre population. Et cette capacité d'adaptation de notre population qu'on doit exploiter, parce que nous avons une population qui s'adapte très bien au changement, et on l'a vu. Donc, on a une résilience, en fait, de la population africaine qui a fait qu'on parle aujourd'hui de l'exception africaine dans cette gestion du Covid. Cette exception, excusez-moi, ce n'est pas dû à une très bonne politique, en fait, de nos États, mais c'est dû à la résilience des populations africaines et cette résilience que nous devons exploiter donc, pour mettre en avant la capacité donc, physique, intellectuelle de nos populations, leur donner de l'espoir, leur donner confiance en eux, leur montrer, en fait, qu'on peut apporter quelque chose chez soi, vivre chez soi et bien, parce qu'on est mieux que chez soi, et c'est tout le monde qui va en profiter. C'est pour encore revenir à notre problème, on se rend compte qu'il y a des éléments qui
sont là pour nous éclairer, pour nous donner de l'espoir. Ouais. Mais autant aussi, on se rend compte que ceux qui devaient donner l'exemple, on les voit dans les bas caniveaux, des élites qui sont censées représenter le peuple demain, nous donner espoir au peuple demain. Ces gens-là ne sont pas dans ces dispositions de se dire que voilà, mon peuple est quand même capable de. Moi aussi, je dois mériter de pouvoir tirer mon peuple vers un meilleur bien-être. Parce que je pense que ce n'est pas ce qui manque. Parce que, regardez, je donne l'exemple souvent de Total, qui a pu créer Total Sénégal, qui a eu à lever au niveau du Sénégal une épargne locale en vendant des actions. C'est-à-dire que cette possibilité est là. Ce n'est pas souvent un manque de moyens. On a une épargne locale pourtant qui n'est pas négligeable. Mais on ne l'utilise. Les gens ont peur maintenant d'épargner localement parce que justement il y a les mange-mille souvent qui sont en haut et à qui les gens ne font pas confiance. Ouais. Hein? Et je pense qu'on ne peut pas sortir de cette pandémie qui malgré tout nous a fait très mal si nous n'avons pas cette vision que les élites doivent assumer leurs responsabilités. Les peuples, quelle que soit la situation, se sont battus pour survivre. Mais je pense que ce n'est pas une bataille de survie, c'est une bataille de mieux-être. Votre intervention m'intéresse sur deux axes. Le premier axe, c'est par rapport à ce que vous avez appelé en fait cet accaparement en fait des biens entre guillemets, du pouvoir et de l'espoir, parce que je dis que c'est un accaparement de l'espoir de toute une population par un groupuscule d'individus. Mais il ne faut pas voir ce groupuscule d'individus comme en fait l'ensemble de l'intelligentsia, parce que quand même il y a des gens jusqu'à présent qui ne croient pas et qui n'aiment pas ce modèle de gouvernance. Et même au sein de ce que vous appelez les gens qui nous gouvernent, parce que ce n'est pas tous. Mais c'est normal, parce que parmi ces gens-là, il y en a qui sont passés entre les mailles du filet, il faut le dire comme ça, et qui ont accès aujourd'hui à des positions qu'ils ne méritent pas. Parce qu'ils n'ont pas les compétences qu'il faut, ils n'ont pas l'expertise qu'il faut, ils n'ont pas la morale qu'il faut, parce que c'est important également, l'éducation et la morale. La compétence, ouais. On peut être compétent, avoir l'expertise qu'il faut, mais ne pas avoir la morale qu'il faut, alors qu'il faut les trois. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on mène une enquête en fait, de mœurs pour choisir des dirigeants. Malheureusement, on sait que de plus en plus, on ne le fait pas. On fait la promotion des contre-modèles. Aujourd'hui, c'est dommage et la presse a un gros rôle à jouer parce qu'on parle de plus en plus de quatrième pouvoir, mais j'ai du mal aujourd'hui à lire la presse. J'ai mal. Nous tous. Parce que, en fait, je ne vois plus de journalistes, je ne sens presque plus de journalistes. On ne fait plus d'analyse. Tout le monde fait du fait divers. Lorsque vous lisez les titres aujourd'hui de la presse, ils traitent tous du même sujet et de la même façon. Ils ne vont même pas au fond des choses. On a l'impression qu'on n'a même plus de journalistes d'investigation. On n'a pas de journalistes spécialistes. Il y en a, hein? Il y en a quelques, mais c'est comme ce qui se passe à l'échelle nationale au niveau de tous les secteurs. En fait, il y a une promotion, en fait, si je peux le dire comme ça, de la médiocrité, c'est ça, au fond. Et à la limite, on jette le pauvre sur les bons modèles de citoyens. Aujourd'hui, qui sont presque à la limite frustrés et qui se voient marginalisés, à la limite qui se sentent marginalisés et qui ont l'impression de vivre une époque qui n'est pas la leur, en fait, si je peux le dire comme ça. Mais effectivement, les dirigeants ont une certaine responsabilité dans ce qui se passe. Parce qu'en fait,
on a parlé des clichés au début. Si on fait la promotion de ces clichés, donc on bascule notre population vers la médiocrité. Et en dessous, c'est pour ça que j'ai parlé en fait de gouvernance inclusive. La population également joue à ce jeu parce que malheureusement, elle est victime de sa position de vulnérabilité. Elle est victime de sa position de vulnérabilité et elle ne croit plus, en fait, elle n'a plus d'espoir, elle ne croit plus en un lendemain meilleur. Le deuxième axe, c'était par rapport, je pense, à... Excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil de votre intervention parce que j'étais tellement emballée par... Oui, je pense qu'on a parlé un peu en termes d'espoir, c'est-à-dire ce que les autres auraient pu incarner en rapport avec ce que nous avons. Nous, ce que nous avons, quel espoir, parce que quand même, on a parlé de sortir de la crise générée. On a des possibilités, mais comment faire pour nous en sortir aujourd'hui? Quelle prescription? Comment faire pour nous en sortir? Comme vous l'avez dit tantôt, les journalistes ont un rôle à jouer. Un rôle à jouer parce qu'on a la promotion également des contre-valeurs qu'ils font, mais également les populations aujourd'hui s'érigent tant bien que mal contre ces contre-valeurs. Mais on a malheureusement ce contrôle des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux qui font qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à l'information, quelle qu'elle soit, mauvaise ou pas, et on a beaucoup de fake news. Ouais. Alors, donc, on est presque au terme de notre émission. Je pense que je vais donner la parole pour un peu faire une petite conclusion et dire au revoir à nos auditeurs. Merci. Donc, en guise de conclusion, je dirais que les femmes, aujourd'hui, ont un grand rôle à jouer, tant pour le changement de comportement de nos époux, de nos frères, de nos sœurs et de nos enfants. Et pour ce faire, certes, nous devons miser vers l'éducation, mais revenir à l'éducation civique, à la citoyenneté, mais au respect des valeurs que nous ont inculquées nos parents, mais toujours en tenant compte de l'évolution de la société. On ne peut pas dormir sur nos lauriers, dire que l'Afrique est riche, on a nos richesses, les autres, c'est eux qui ont besoin de nous. Autant ils ont besoin de nous, autant nous avons besoin d'eux. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant qu'il faudrait développer et nos autorités ont également le devoir de laisser demain, en fait, quelque chose qu'ils ne regretteront pas. Parce que quand même, quel que soit Alpha, ils sont sénégalais. Et s'ils sont sénégalais, ils sont africains. Et si aujourd'hui l'Afrique meurt de ses richesses, nous mourrons tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Conduisons à nos amis auditeurs à dimanche prochain pour une nouvelle émission, Inch'Allah. L'Almami Samori naquit vers 1830 à Binyambalando dans la région administrative de Kerouané. Dès son jeune âge, il fut un grand voyageur, parcourant de nombreuses régions, accompagnant son père qui était un grand négociant. Un jour, au cours d'une de ses absences, Sori Brahma, un de nombreux chefs qui ravageaient la région à l'époque, attaqua son village et enleva sa mère. Alerté, Samori alla trouver Sori Brahma et s'offrit comme esclave pour racheter la liberté de sa mère. Au terme de 7 longues années de captivité, au cours desquelles il apprit le métier des armes et compléta son instruction coranique,
défendra sa liberté et celle de sa mère. Alors, il s'installa à Sanankoro, non sans avoir pris la ferme résolution de mettre fin aux querelles intestines qui ravageaient son pays. Déjà, il avait perçu le danger de la division et la grave menace que représentait pour l'avenir de son peuple le débarquement des troupes de conquête coloniale sur les côtes africaines. Grâce à sa bravoure et à son intelligence, de 1870 à 1875, il réussit à rassembler sous son autorité les multiples chefs de la région qui s'épuisaient en lutte fratricide. En unifiant le pays, il y ramena la paix et la prospérité. Musulman pieux, il fit construire partout des mosquées et détruire les fétiches. Il surveillait lui-même la scolarisation des enfants. 162 cantons groupés en 10 provinces composaient l'Empire. Son armée, remarquablement organisée, comprenait 10 corps et une garde d'élite campée à Bissandou, la capitale de l'Empire. Intelligent, intrépide cavalier,